Alors, bonjour, bienvenue pour la dernière lecture analytique de l'année. Donc il s'agit de l'épilogue de Juste la fin du monde que vous retrouverez dans votre descriptif en version numérique et que vous allez avoir demain et la semaine prochaine sous forme papier. Alors, nous avons déjà parlé, nous avions déjà analysé le prologue qui s'oppose à l'épilogue, qui est, l'épilogue est le pendant du prologue. C'est aussi un moment de seuil, c'est-à-dire un moment d'entre-deux. C'est le moment de sortie du texte. Donc on n'est plus vraiment dans l'histoire, mais nous sommes toujours... on n'est plus vraiment dans la pièce, mais nous sommes en train de la quitter. Cet épilogue fait vraiment écho au prologue puisque c'est encore un monologue de Louis qui parle du coup de ce qu'il n'a pas réussi à faire et ce qu'il avait pourtant annoncé, c'est-à-dire dire à sa famille qu'il allait mourir, annoncer sa propre mort. Dans ce passage, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, donc ça va être notre problématique, de voir comment Louis, en revenant sur l'échec de sa révélation, il revient sur son échec en littérature. Donc comment, par une forme d'ironie, Louis, et du coup Jean-Luc Lagarce, nous donne une réflexion métalittéraire sur son rapport à l'écriture et sur son rapport au fait de raconter, de dire, d'accord ? Alors, qu'est-ce que le métalittéraire ? La métalittérature, c'est le fait de parler de la littérature, c'est-à-dire que, alors que, c'est un dialogue sur la littérature, un discours, pardon, sur la littérature, donc il y a métalittérature dans un texte quand le texte se décroche, ou plutôt décroche un petit peu de la fiction, pour fournir un discours sur ce qu'il est en train de faire en tant qu'œuvre littéraire. Voilà, donc quand il y a une réflexion sur la parole, quand il y a une réflexion sur l'écriture dans un livre, alors nous sommes dans une métalittérature. C'est aussi une façon, comme on l'avait déjà vu, de casser d'une certaine manière le quatrième mur et de dire à son lecteur ou à son spectateur ce qui est en train d'être dit, de dire comment on fait, en fait, ce qu'on est en train de faire, comment on est en train d'écrire, qu'est-ce qu'on n'a pas pu écrire, de réfléchir sur la littérature dans un texte qui n'est pas censé réfléchir, mais raconter. Voilà comment j'expliquerai la métalittérature. Donc, la problématique, je la répète, comment par le détour de ce qu'il n'a pas pu dire, donc par l'échec de ce drame, de son drame, comment Jean-Luc Lagarce, pardon, je vais dire Jean-Louis, parce que c'est Louis qui parle, comment Jean-Luc Lagarce nous montre-t-il son échec en littérature ? Donc on va, encore une fois, étudier la dimension métalittéraire de ce texte. Donc je vais lire le texte, ensuite je vais donner les différents mouvements, et puis ensuite je vais vous donner les axes différents de les axes de cette lecture. Alors, donc l'épilogue, Louis. Après ce que je fais, je pars. Je ne reviens plus jamais. Je meurs quelques mois plus tard, une année tout au plus. Une chose dont je me souviens et que je raconte encore, après j'en aurai fini, c'est l'été. C'est pendant ces années où je suis absent. C'est dans le sud de la France. Parce que je me suis perdue, la nuit, dans la montagne, je décide de marcher le long de la voie ferrée. Elle m'évitera les méandres de la route, le chemin sera plus court et je sais qu'elle passe près de la maison où je vis. La nuit, aucun train n'y circule. Je n'y risque rien et c'est ainsi que je me retrouverai. À un moment, je suis à l'entrée d'un viaduc immense. Il domine la vallée que je devine sous la lune. Et je marche seule dans la nuit, à égale distance du ciel et de la terre. Ce que je pense, et c'est cela que je voulais dire, c'est que je devrais pousser un grand et beau cri,
un long et joyeux cri qui résonnerait dans toute la vallée. Que c'est ce bonheur-là que je devrais m'offrir, hurler une bonne fois. Mais je ne le fais pas, je ne le fais pas. Je me remets en route, avec le seul bruit de mes pas sur le gravier. Ce sont des oublis, comme celui-là, que je regretterai. Juillet 1990, Berlin. Désolée, j'ai mes allergies. Donc, cet épilogue, comme la plupart des épilogues, est une forme de retour au calme. C'est la fin, on est en train d'arriver vers l'extinction des voix théâtrales, vers la fin. Et du coup, comme je vous l'avais dit, l'épilogue fait écho au prologue et du coup, il y a une forme de circularité dans cette pièce. D'ailleurs, cette pièce, ça je vous l'avais pas dit en cours, mais cette pièce, on l'a appelée après, en fait, on l'a déterminée après comme logodrame, c'est-à-dire que le drame, la dramatisation, donc le théâtre, l'intrigue théâtrale repose sur le logo, c'est-à-dire sur le langage. Et du coup, c'est pour ça que je vous avais parlé de drame avorté. C'est un drame avorté puisque ce qu'il voulait dire, ce qu'il voulait annoncer, ce qui n'a pas pu être dit, parce que ce qu'il voulait annoncer, c'est déjà quelque chose d'indicible, c'est la mort. Nous avions vu le thème du fils prodigue, enfin le thème, la parabole du fils prodigue, et du coup je vous avais fait un lien avec ça. On peut aussi, vu que c'est un retour, on peut aussi comparer ce retour de Louis à celui d'Ulysse, donc comme dans le sonnet de Du Bellay qui dit « Heureux qui comme Ulysse fit un bon voyage », c'est-à-dire et qui, comme celui-là, conquit la toison. J'ai un énorme trou. Donc, le thème du retour en littérature est très codifié. Et ici, c'est un retour qui est vraiment paradoxal, puisque ce n'est pas, encore une fois, un retour positif. C'est un retour pour annoncer la mort. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est un retour, du coup, qui va contre la nature, enfin, contre l'ordre naturel des choses, disons, puisque c'est le fils qui vient annoncer sa mort, alors que, généralement, ce n'est pas les parents qui assistent à la mort de leurs enfants. Donc, la mort de l'enfant, pour le parent, c'est quelque chose de non naturel. Bien sûr que ça arrive, et c'est un grand malheur, mais c'est quelque chose de non naturel, donc qui vient briser le cycle de la nature, d'une certaine manière. Donc, Louis, dans cette pièce, brise le topos du fils qui est de retour, qui, normalement, est de retour de manière... en tant que vainqueur, comme Ulysse lorsqu'il revient sur ses terres, ou comme donc, le fils prodigue qui revient et qui ressuscite... qui revient et qui rapporte... qui revient et qui est synonyme, pardon, de vie pour son père. Alors... Donc, les différents mouvements du texte. Encore une fois, vous pouvez justifier les moments comme vous le sentez, d'une certaine manière. Tant que c'est justifié et justifiable. Alors, moi là, je propose soit en 3, soit en 4. Donc, la première partie irait de... après ce que je fais jusqu'à une année tout au plus, qui est du coup le moment où, enfin le réel moment de l'épilogue, c'est-à-dire qu'il nous dit ce qui se passe après, parce que c'est ça un épilogue. L'épilogue vous dit ce qui va se passer après, anticipe, enfin il vient boucler la boucle en fait. Ensuite, la deuxième partie serait tout le souvenir, toute l'anecdote qu'il raconte, qui va donc de une chose dont je me souviens jusqu'à la fin, qui est je me remets en route avec seul le bruit de mes pas sur le gravier. Donc ça serait la deuxième partie. Et la troisième partie, ce serait le dernier vers, la dernière ligne. Ce sont des oublis comme celui-là que je regretterai. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui.
Et sinon, vous pouvez aussi diviser la deuxième partie, donc qui est vraiment l'épilogue de l'épilogue d'une certaine manière. Ce sont des oublis comme celui-là que je regarderai, c'est un commentaire sur l'épilogue. Et c'est la dernière phrase du texte, et c'est une phrase qui est magnifique et qu'on va étudier, analyser un petit peu, enfin tout à l'heure. Ça, c'est en 3 parties. Sinon, vous pouvez le faire en 2 parties, en 4 parties, pardon, si vous décidez de diviser le souvenir en 2. Donc, ça irait de une chose, donc la première partie ne change pas. La deuxième partie irait de une chose dont je me souviens et que je raconte encore, jusqu'à égale distance du ciel et de la terre, où là, il ne fait que poser le décor de son souvenir. Et ensuite, la troisième partie serait ce que je pense jusqu'à je me remets en route avec seul le bruit de mes pas sur le gravier, où il nous livre ce qu'il pense, ses pensées à ce moment-là, donc où il commente son souvenir. Et puis enfin, cette dernière phrase qui est vraiment pour moi, elle fonctionne pour une partie toute seule, puisqu'elle est détachée du reste du texte et que, encore une fois, c'est un commentaire final qui clôt toute la pièce. Voilà. Ensuite, pour répondre à notre problématique, je vous la rappelle, donc c'est autour de l'idée de métalittérature, donc de texte qui réfléchit à ce qu'il fait en tant que texte, ou d'auteur qui réfléchit à ce qu'il crée en tant qu'auteur. Ici, donc, pour répondre à cette problématique, les différents axes, les différentes idées principales qu'on va aborder, c'est d'abord le travail c'est d'abord le lieu utopique créé par cet épilogue. Donc, qui dit lieu utopique dit voie aussi utopique, donc qui n'existerait peut-être pas. Donc ça, on va en parler. En tout cas, il y a une confusion du lieu et de l'identité. Ensuite, on parlera bien sûr du souvenir, donc de la littérature comme récit de souvenir. Et enfin, l'un des thèmes qu'on abordera, c'est l'ironie. Et oui, pardon, je me suis rendu compte que je vous laissais un petit instant pour écrire, donc vous pouvez mettre pause, bien sûr. L'ironie et la réflexion, du coup, sur, on va dire, l'enjeu de la littérature pour Lagarce. Donc, c'est parti. Alors, après ce que je fais, je pars. Donc, ici, on est ici dans un circonstanciel. Et du coup, qui nous dit ce qui se passe, qui remplit, le rôle de l'épilogue et de nous raconter ce qui se passe après. On a d'ailleurs après, ensuite, quelques mois plus tard, et une année qui montre, qui sont donc 3 locutions, tout qui nous donne donc des précisions sur le temps, qui nous montre donc la chronologie du récit. Il fait une forme de bilan. C'est un épilogue. Ça remplit bien son rôle d'épilogue. Mais c'est un épilogue qui est tout d'abord aussi métalittéraire, puisqu'on nous montre les coutures du texte. C'est donc un épilogue métalittéraire, puisqu'il nous dit après ce que je fais, je pars. Donc ce que je fais, c'est-à-dire ce qu'il a écrit, le texte, non seulement ce qu'il a fait, c'est-à-dire, donc là on entend à la fois ce que Louis a fait de partir, voir sa famille puis repartir, mais aussi ce texte qui est laissé avec ce non-dit. Et enfin, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un épilogue qui est très déstabilisant, puisque la flèche du temps traditionnelle est complètement déstructurée. Il nous parle alors qu'il est mort. Il nous parle alors normalement, il ne peut plus parler. Il fait un bilan
alors que sa flèche du temps est censée être brisée. On a donc un discours post-mortem, comme dans le prologue d'ailleurs, et du coup, il y a une continuité en fait de cette voix d'outre-tombe. Donc on a toujours cette impression que Louis nous parle d'un lieu qui n'existe pas. C'est du coup un lieu utopique, un lieu sans lieu. Alors utopique, ça vient de U. Alors vous avez le préfixe U qui veut dire sans, privé de, et topique qui vient de topos qui veut dire lieu. Donc c'est sans lieu en fait, c'est un lieu sans lieu, c'est un lieu qui n'existe pas. C'est aussi un lieu uchronique, c'est-à-dire que c'est la même chose, hein. U c'est privé de, chronique, chronos, le temps, donc un lieu sans temps qu'on ne peut pas préciser en fait, qu'on ne peut pas cartographier. Et du coup ça me rappelle une phrase d'Edith Wharton, donc W-A-R-T-H-O-N, qui dit en anglais, je traduis parce que je parle très mal anglais, nous vivons dans notre propre âme comme dans une région non cartographiée. Et c'est un petit peu ça ici qui nous donne à lire, que nous donne à lire Jean-Luc Lagarce. C'est une partie non cartographiée de notre âme, de notre esprit, de notre expérience de vie en fait. C'est la mort. La mort, on ne la connaît pas, c'est une inconnue, elle n'est pas cartographiée, on ne sait pas d'où, on ne sait pas si c'est un lieu de mort, un lieu où on pense encore, et du coup c'est complètement, c'est la grande inconnue, et c'est ce lieu-là que nous donne à lire Jean-Luc Lagarce. Alors, un lieu privé, loin de toute religiosité ou de toute croyance, c'est cette idée, que c'est un lieu qui nous impose d'une certaine manière, qu'on est obligé de conceptualiser pour comprendre sa voix, mais en même temps qu'on ne peut pas conceptualiser. Et c'est un petit peu toute l'essence de sa pièce, puisqu'il vient dire quelque chose qu'il ne peut pas dire, c'est-à-dire annoncer sa propre mort. On ne peut pas annoncer sa propre mort, c'est une impossibilité, une aporie, c'est une impossibilité. Voilà. Bon, je continue. Donc, voilà. Nous avons ici, donc d'un point de vue formel, un style plutôt qu'on appelle parataxique, parce que vous avez donc des bouts de phrases, les phrases ne s'étendent pas, elles sont plutôt entrecoupées. Donc après, virgule, ce que je fais, virgule, je pars, point. Je ne reviens plus jamais, point. Voilà, donc c'est un style très tôt haché. Sauf dans je meurs quelques mois plus tard, où vous avez ici ce qu'on appelle un enjambement, vous vous souvenez, et du coup, voilà, donc c'est comme un enjambement, parce qu'en fait, il ne revient pas à la ligne, il continue sa phrase. Donc vous vous rappelez que l'écriture de Lagarce, c'est vers, verset, verset, vers. Il mélange les genres. Ensuite, une chose dont je me souviens et que je raconte encore. Ici, lorsqu'il dit encore, nous avons encore une fois une remarque sur... Ah oui, non, pardon, avant ça. Autre remarque formelle sur les premiers vers, c'est au présent. Donc, vous avez une forme d'immédiat... c'est le présent de narration. Donc, qui raconte quelque chose et qui donne donc quelque chose, une idée de révolu à cette chose, quelque chose qui est fait. Et c'est aussi quelque chose d'immédiat. Voilà. Ensuite, donc, deuxième mouvement du texte, c'est le souvenir. Il raconte. Et donc, vous avez, comme je vous ai dit, le mot « encore » qui vient encore une fois faire un commentaire. Il commente ce qu'il fait, en fait. Il commente ce qu'il dit. On est dans la métalittérature. Encore, c'est-à-dire, certes, la pièce de théâtre, le drame est fini, mais moi, je continue. Donc, il y a encore quelque chose à dire. Il commente ce qu'il fait. Une chose dont je me souviens et que je raconte. Ok, donc là... Ah, et d'ailleurs, il commente ce qu'il fait. Et puis ensuite, entre parenthèses, après j'en aurai fini, vous avez une forme d'ironie. C'est un petit peu comme si... alors, il y a deux choses.
Premièrement, vous avez l'idée encore une fois, qu'il est dans la programmation de ce qu'il fait. Et voilà, il vous dit combien de temps encore la pièce va durer, donc métalittéraire. Mais vous avez aussi une forme d'ironie. Il se moque de lui-même. On a l'impression qu'il rassure un petit peu le lecteur, enfin le spectateur. T'inquiète pas, c'est bientôt fini, quoi. Voilà. C'est l'été. C'est pendant ces années où je suis absent. C'est dans le sud de la France. Donc ici, on a donc un cadre spatio-temporel qui est posé. Donc on a l'idée du sud de la France, de l'été, cadre plutôt provençal, plutôt estival du coup. Et il revient sur un moment qui était avant le début de la pièce, puisque c'était les années où il était absent, d'accord? Donc on a un passé du passé, en fait. Parce que je me suis perdue la nuit dans la montagne, je décide de marcher le long de la voie ferrée. Là, on est en plein... on est dans un langage métaphorique et très poétique. Alors oui, bien sûr, on peut le comprendre littéralement. Donc il s'est perdu la nuit dans la montagne. Littéralement, on peut vraiment le prendre au mot. Mais en réalité, ici, on a une opposition métaphorique, du coup... une opposition, pardon, de deux choses symboliques qui vont s'opposer grâce à cette métaphore. D'un côté, on a la nuit et la montagne, c'est-à-dire la nature et quelque chose de non cartographié. Encore une fois, la nuit, il fait... la montagne, dans ce cas-là, de sauvage, et du coup, quelque chose qui ne semble pas délimité, pas cartographié. La nuit, donc moins de repères pour pouvoir se diriger, etc. Et en face, on a donc l'idée de la voie ferrée. La voie ferrée, c'est le chemin tracé, c'est la modernité, c'est l'industrialisation, la mécanisation, etc. Donc c'est la civilisation, entre guillemets, qui s'oppose du coup à la nature. Donc on a cette impression qu'après s'être perdu dans une forme de vie, il décide il décide de revenir à quelque chose de plus tracé. On a aussi l'impression ici, donc, avec ce qui est dit après, donc elle m'évitera les méandres de la route, le chemin sera plus court et je sais qu'elle passe près de la maison où je vis. Du coup ici, on a l'impression qu'il y a une opposition entre la liberté de la route, donc de la montagne, de la nuit, mais une liberté en fait qui a un coût vu que c'est des méandres. Et de l'autre côté, vous avez ce chemin plus rapide, plus court, qui mène aussi plus vite vers la fin, qui est sa mort. Voilà. Donc on a l'impression qu'il va du coup arriver, c'est une façon de dire qu'il va arriver plus vite à sa mort, voilà, qui a une forme de fatalité. Et je sais qu'elle passe près de la maison où je vis. La nuit, aucun train n'y circule. Je ne risque rien et c'est ainsi que je me retrouverai. Donc il y a ici une forme de recherche de chemin initiatique où à la fin de ce chemin, il pourra se retrouver. Donc vous avez ici toute l'idée de la quête de l'identité. Et puis le retrouverai qui s'oppose à je me suis perdue. On a ici en plus la forme pronominale de ces deux verbes, se perdre, se retrouver. Je n'ai pas perdu mon chemin. Ah oui, pardon, et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que, je remonte, on remonte quelques lignes. Après, j'en aurais fini, je voulais commenter, mais j'ai pas fini, justement. Donc, c'est aussi la fin de la vie. Après, j'en aurais fini avec cette vie. Et du coup, d'un côté, vous avez le côté tragique, et de l'autre côté, avec le commentaire ironique, vous avez plutôt un côté comique. Sur la perte et les retrouvailles, donc on a la forme pronominale de perdre et de retrouver. Donc se perdre, se retrouver. Il n'a pas dit j'ai perdu mon chemin puis je l'ai retrouvé. Non, c'est je me suis perdu et je me retrouverai. Voilà.
Et ici, bien sûr, ce qu'on ne peut pas ne pas retrouver, c'est le registre lyrique, l'idée de la nuit, de la poésie, l'idée de la solitude. On a quelque chose de... On a un relent de romantisme ou de post-romantisme, où du coup, le personnage, après s'être perdu dans la nature, après s'être perdu dans une forme de solitude, essaye de retrouver son chemin en empruntant une voie plus moderne, mais plus rapide, donc qui amène plus vite à la fatalité de la vie, c'est-à-dire la mort. À un moment, je suis à l'entrée d'un viaduc immense. Il domine la vallée que je devine sous la lune. Donc encore une fois, ici, on a, vous voyez, on a toute cette représentation très romantique d'une vallée éclairée par la lumière de la lune, etc. C'est très pictural. Et du coup, on a cette idée donc de l'entrée d'un viaduc. Donc je suis à l'entrée. Encore une fois, c'est un seuil. Le seuil dans l'épilogue et dans le prologue sont très... L'idée de seuil est très importante. Ok, très importante, pardon. Et le viaduc, un viaduc, c'est ce qui crée le lien entre deux niveaux différents. Le viaduc relie deux points différents. Le viaduc passe au-dessus d'une rivière, passe au-dessus, comment dire, il est en hauteur, donc vous avez l'idée d'être entre deux mondes. Et encore une fois, d'ailleurs, le viaduc, on retrouve l'idée, comme je vous ai dit, de la rivière, et du coup, on retrouve l'idée de la mort, puisque vous vous souvenez, on l'avait vu déjà dans le prologue, l'idée d'une rivière à traverser. Je marche seule dans la nuit, à égale distance du ciel et de la terre. Encore une fois, il est entre deux choses. Et là, il est de manière en plus équidistante entre deux niveaux différents. Voilà. Ce que je pense, donc là, ce serait le troisième mouvement, si vous décidez de le couper en 4. Ce que je pense, et c'est cela que je voulais dire, donc là, encore une fois, on est depuis... il utilise toujours les panorthoses, hein, donc on l'a vu assez longuement en cours. Donc cette idée de toujours revenir sur ce qu'il dit. C'est que je devrais pousser c'est que je devrais pousser un grand et beau cri, un long et joyeux cri qui résonnerait dans toute la vallée. Ici, on a déjà une chose, l'utilisation du verbe devoir. Ici, il y a une forme d'injonction au conditionnel. Il y a du coup une opposition entre ce qu'il devrait faire, ce qui s'imposerait en fait de manière peut-être naturelle ou peut-être en tant qu'injonction sociale. Bon. En tout cas, il sent qu'il devrait faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il devrait faire? C'est pousser un cri. Le mot cri est répété 2 fois. Bon, vous avez l'habitude, hein, la Garce travaille toujours sur les répétitions, sur les précisions, reprécisions. Le cri, qu'est-ce que c'est? Le cri représente la littérature. Il représente le poème en tant que tel. Je vous avais déjà dit qu'on dit que le premier poème humain a été le premier cri. Un cri, qu'est-ce que c'est? C'est un son qui mime. C'est un son qui transmet, qui cherche à exprimer une émotion. La colère, la surprise, l'étonnement, l'amour, j'en sais rien. Un cri d'amour, un cri de colère. Le rire peut être un cri. Donc, le cri est une forme de poème, puisqu'un poème, c'est ça. Hein, c'est des sons qui font sens. C'est des sons qui transmettent des émotions. Bon, c'est pas que ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce cri, vu qu'il est répété 2 fois, il a aussi 4 expansions du nom qui viennent l'enrichir. Ces 4 expansions du nom sont 5 expansions du nom. Donc, 4 adjectifs, épithètes, grand, beau, long, joyeux. On a l'intensité, on a l'idée de l'intensité avec le grand et le long. On a l'idée de la beauté, bien sûr, c'est de la poésie. Et on a l'idée de joyeux, qui vient, bien sûr, s'opposer à tout ce texte qui est plutôt mélancolique que joyeux. Et ce cri, du coup, la 5e expansion du nom qu'on retrouve, c'est une proposition relative qui résonnerait dans toute la vallée. Voilà.
Donc ici, on a l'idée de cet écho. Le cri, qu'est-ce que c'est aussi? Est-ce que c'est le cri de l'enfant qui naît? L'idée de la renaissance, qui est très chère, la résurrection, la renaissance, le retour, tout ça, c'est quelque chose de très cher à la garce, en tout cas dans ce texte. Que c'est ce bonheur-là que je devrais m'offrir, hurler une bonne fois. Donc, le bonheur ici, qui vient aussi de manière antithétique s'opposer à l'idée de hurler. On hurle rarement de bonheur. On peut crier de bonheur, mais le hurlement est plutôt quelque chose de connoté de manière négative. Voilà. Donc ici, on a cette tension, encore une fois, et on a ce cri qui est entre le hurlement c'est plutôt de la douleur, et le bonheur. Donc on a quelque chose ici d'antithétique, et c'est peut-être le genre de littérature, de texte qu'aurait dû écrire Lagarce. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Mais je ne le fais pas. Il ne le fait pas, c'est son choix. Est-ce qu'on peut y voir ici une forme d'ironie tragique, pardon, où on retrouve donc ce personnage qui ne fait pas le choix de céder, qui choisit de prendre un autre chemin que celui qu'il aurait pu prendre, et du coup, mais ce chemin-là le mène plus vite vers sa fin, vers sa perte. C'est une question qu'on peut se poser. Ensuite, je me remets en route avec seul le bruit de mes pas sur le gravier. Cette phrase est vraiment... cette phrase est très très belle. Pourquoi est-ce qu'elle est belle? Déjà parce qu'on retrouve l'idée de la solitude. En tout cas, vous retrouvez du coup ici... du coup le mot seul, donc qu'on avait déjà retrouvé plus haut, qui indique encore une fois sa solitude bien sûr. Je me remets en route, donc là on comprend qu'il s'était arrêté, qu'il y a eu un moment contemplatif, méditatif, et qu'il a pris cette décision de ne pas le faire, et il se remet en route avec seul le bruit de ses pas sur le gravier. Et en fait, je me rends compte maintenant, et c'est pas grave, qu'en réalité, cette phrase, on pourrait la mettre dans la dernière partie, parce que c'est l'épilogue de son souvenir. Et ça rejoint l'épilogue, la dernière phrase, du coup, donc la dernière phrase de l'épilogue de toute sa pièce. Je me remets en route avec seul le bruit de mes pas sur le gravier. Oui, vraiment, on va mettre plutôt le dernier mouvement à partir de cette phrase-là. Donc, désolé, vous pouvez rayer, réécrire, c'est pas grave, prenez votre temps, vous êtes à la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a une rupture. Quand il dit « je me remets », ça veut dire qu'il a eu un moment d'arrêt dans la marche. Quand il dit « je ne l'ai pas fait », point, vous avez ici le passé composé qui indique la chute, la fin, la prise de décision. Donc il y a vraiment ici ce qu'on appelle une volte, c'est-à-dire, d'ailleurs on a déjà vu le mot, hein, donc de volte, de rupture à ce moment-là. Je me remets en route avec seul le bruit de mes pas sur le gravier, c'est-à-dire que ce qu'on entend, ce n'est plus son cri, ce n'est plus ce qu'il dit, ce qu'on entend, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il entend, c'est son chemin, c'est son cheminement. Et encore une fois, je vous rappelle que le thème du chemin, du cheminement est éminemment important dans toute la pièce de Juste la fin du monde. Je vous rappelle, je vous renvoie au prologue où vous avez le mot « faire le voyage », « retourner sur mes traces », etc. Et le son qu'on entend de lui, c'est celui du gravier, donc ce qui est au sol. Il refuse ici, après nous avoir dit qu'il aurait pu céder à une forme de lyrisme, de cri, de joie, de hurlement, de bonheur, en contact avec cette nuit sans étoiles, mais avec une lune, là il nous dit que la seule chose qu'il entend en réalité, c'est le gravier. Le gravier, il n'y a pas plus vulgaire, enfin, il n'y a pas plus bas que le gravier, il n'y a pas moins poétique que du gravier, il n'y a pas plus prosaïque que du gravier. Donc, ici, il y a une forme de refus d'une certaine forme
enfin il y a un refus, pardon, d'une certaine forme de poésie. Et comme cet épilogue prend la forme d'un vrai discours, d'une vraie réflexion sur sa façon d'écrire, sur une forme d'échec aussi dans un certain aller à la littérature. Pourquoi on parle aussi d'échec? Parce qu'à la fin, il dit « Ce sont des oublis comme celui-là que je regretterai ». Et là, c'est incroyable, parce qu'il va se passer plusieurs choses. Déjà, je regretterai, c'est au futur simple. Donc, c'est quelque chose de sûr, de certain. Or, il est mort. Quel est ce futur de la voix qui nous fait entendre? D'où va-t-il parler? D'où parle-t-il et d'où parlera-t-il encore? S'il regrette, c'est qu'il est toujours en vie, on va dire. Comment regrettera-t-il? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Et, enfin, c'est une vraie question. C'est vertigineux. Voilà. C'est un lieu qui nous offre, qui est vertigineux par son utopie. C'est l'utopie peut-être même suprême. Ce sont des oublis comme celui-là que je regretterai. Ici, vous avez un paradoxe ou une antithèse. Comment regretter quelque chose qu'on a oublié? Il y a ici un enjeu de la mémoire en littérature. Et de quel oubli parle-t-il? Est-ce qu'il veut dire par là que le fait qu'il ait oublié de crier, est-ce que c'est le fait qu'il ait oublié de crier? Et c'est ça qu'il va regretter? Je vous ai pas dit tout à l'heure, désolée, mais quand vous avez, donc au moment de la rupture, je ne l'ai pas fait, il dit, mais je ne le fais pas, je ne l'ai pas fait. Donc vous avez une opposition entre le présent, donc ce qui lui arrive à ce moment-là, et je ne l'ai pas fait. Donc tout de suite après, vous avez un passé composé qui vient ici montrer le révolu. Donc ça ça insiste sur le fait que ce n'a pas été accompli. Cette dernière phrase, elle est incroyable. Qu'a-t-il oublié? Est-ce qu'il a oublié de vivre? Et d'où regrettera-t-il cette vie? D'où? De quel lieu? Voilà. Donc, pour conclure, nous pouvons dire que ce texte, par le retour sur quelque chose qui n'a pas été fait, encore une fois, en fait, cet épilogue, il nous raconte un souvenir qui reprend, qui a comme noyau, en fait, le même centre de gravité que toute la pièce, c'est-à-dire quelque chose qu'il aurait dû dire, mais qu'il n'a pas fait, qu'il n'a pas dit, d'accord? Donc, on est effectivement, enfin voilà, c'est son histoire en plus court, quoi. C'est une mise en abîme d'une certaine manière, parce qu'on retrouve non, c'est pas une mise en abîme, non. Pardon. Donc, on retrouve ici quelque chose de... C'est la quintessence de la pièce. Encore une fois, c'est encore un discours qui n'a pas eu lieu. Du coup, par ce détour, par ce souvenir, il revient en fait sur toute une réflexion sur son œuvre et sur sa vie. On a encore une fois toutes les coutures qui nous sont données. Il nous dit, enfin voilà, il nous indique, il nous dit ce qu'il fait alors qu'il est en train de le faire. Et parce qu'il nous donne accès à ces coutures, on a accès à une forme de littérature. Enfin, on a vraiment ici le pouvoir des mots, le pouvoir de la littérature, le pouvoir de la poésie et du théâtre, parce que bon, c'est une pièce de théâtre, mais encore une fois, c'est écrit en vers, en versets, qui est celui de créer le lieu impossible, d'inventer un lieu qui n'existe pas et qui ne peut pas exister, vous voyez, qu'on ne peut même pas concevoir en tant que tel. Donc voilà, c'était un petit peu long. Si vous avez des questions, et vous aurez des questions j'espère, vous me les posez en cours, donc demain pour le premier groupe et la semaine prochaine pour le deuxième groupe, ou par mail, il n'y a pas de souci, je peux répondre. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt en classe.